Are you ready? Salut tout le monde, Stéphane Latendresse en compagnie de Geneviève Lacasse, mieux que connu sous le nom de Sweet Cherry, l'enfant prodige, l'enfant chéri de la lutte au Québec. Sweet, ça va? Ben oui, ça va super bien, toi? Yes, sir. Yes, ouais. Jen, passé une belle semaine? Oui, très belle semaine, oui, effectivement. T'as vu qu'il a neigé cette semaine? Ah oui, ça, c'est le point négatif. On va y arriver, là, l'été s'en vient. Faut y croire. On va, comme Joe Hendry, we believe. Yes. Ah oui. Fait que c'est ça, fait qu'on a eu une semaine d'hiver, une semaine de printemps, une semaine d'été. Écoute, c'est la bipolarité du Québec. Oui. Puis demain, il annonce 20 degrés. Oui, c'est ça. Il annonçait de la pluie, là, en tout cas, belle météo de bipolaire. Jen, dans les dernières semaines, on a vécu WrestleMania 41. Oui. Un WrestleMania qui ne passera pas à l'histoire, malheureusement. Il y a eu des bons combats, mais il y a des bouts que c'était pénible puis c'était long. Il y a des combats que les résultats, c'était écrit dans le ciel. On s'attendait tous à voir Jey Uso devenir le nouveau champion mondial de la WWE en battant Gunther. C'était écrit dans le ciel que John Cena était pour battre le record de Ric Flair. Écoute, ton appréciation globale des deux soirs, ton combat qui a ressorti le plus de ces deux soirs-là, puis ton appréciation générale? Ben, en général, j'ai plus apprécié le jour 2, le dimanche. Parce que le WrestleMania, comme on le dit souvent, c'est créer des émotions, avoir des belles surprises. J'avais le goût d'avoir des belles surprises, puis malheureusement, j'ai pas été totalement là satisfaite à 200%, là, en fait. Puis, mais je veux dire, en gros, j'ai quand même des matchs que j'ai bien appréciés. Là. Exemple, j'ai bien apprécié l'histoire de la finale de la soirée 1 avec Roman Reigns et tout ça. J'ai vraiment aimé l'histoire où Paul Heyman servir. Oui, il y avait une évidence. Je pense même que tu l'avais prédit. Mais comment que c'était de la magie, là, c'était beau. Ça a été comme, s'il n'y avait pas eu ça, pour moi, c'était pas, la soirée 1 n'était pas une réussite, là. Ils ont vraiment rattrapé ça avec cette finale-là, là, selon moi. Je sais pas si toi, c'est ça aussi pour la soirée 1, là. Ben écoute, oui, ça a été une bonne finale. Moi, j'ai aimé quand tout le monde a fait son finish dans la finale. C'était hot. Puis après ça, quand Spolo est allé chercher la chaise. Puis que là, on savait pas trop parce que la langue principale, ça concernait CM Punk puis Roman Reigns. Fait que là, on savait pas à qui des deux qui était pour lancer la chaise. Puis là, ben, depuis un certain temps, on est dans le festival du low blow. C'est la mode, les low blow à WWE. Oui. Fait que, écoute, Paul Heyman qui envoie la chaise à CM Punk. CM Punk vient pour frapper. Low blow, la chaise à Roman Reigns. Roman Reigns vient pour frapper Seth Rollins, puis bang, dans les bijoux de famille. Puis finalement, Paul Heyman s'associe avec Seth Rollins. Écoute, effectivement, ça a sauvé le show, puis ça a été une très bonne finale. Comme je dis, moi, j'ai bien aimé que tout le monde fasse leur finish sur tout le monde là, vers la fin. Là, c'était très bon. La première soirée a été pénible.
Écoute, malheureusement, là. ça l'a ouvert, tu sais, c'est sûr que quand tu ouvres avec un match de championnat, généralement, tu sais que c'est le face qui va aller over. Tu sais, tu peux pas commencer un WrestleMania en mettant ta full down. Fait que c'était... Mais c'est parce que même le finish, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est la façon que les matchs se terminaient. Tu sais, en général, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, un des matchs que j'ai été surpris, c'était vraiment Jacob Fatu, que j'étais vraiment, tu sais, j'ai vraiment... Pour moi, lui, oui, je l'adore, là. Oui, je l'adore. Puis, tu sais, je veux dire, il y a eu ça. Tiffany Stratton... Ça a été pénible. C'est un bon match, mais j'ai vu vraiment beaucoup, tu sais, vu que on connaît plus ça, on a vu qu'il y a eu beaucoup de fuck-up. Oui, moi, j'avais beaucoup d'attentes dans ce match-là, mais j'ai comme l'impression que les filles ont peut-être été, surtout Charlotte, il a peut-être été un peu trop personnel. C'est ça qui a fait en sorte que le match n'a pas donné ce qu'il a donné, parce qu'on s'attendait beaucoup, parce que c'est quand même deux excellentes lutteuses. Tiffany Stratton, contre toute attente, qui a gagné. Ça m'a surpris. Je pensais qu'on était pour donner ça à Charlotte, mais non, Charlotte mis over Stratton. Mais oui, effectivement, c'était pénible. Je m'attendais... c'est le match que je m'attendais, que j'avais hâte de voir, puis j'ai resté un peu sur mon appétit. Puis dans la deuxième soirée, je trouve que ça a vraiment commencé en force. Le three-way féminin, Bianca Belair, Io Sky, puis Rhea Ripley, pour moi, c'était du bonbon. Puis, tu sais, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, là, que beaucoup d'appréciation, puis des gens que c'était vraiment un des matchs solides, puis que même dans les bons matchs féminins que les gens ont rarement vu. Donc, tu sais, il y a eu 5 étoiles. Vraiment bon. Le combat, Dave Mesler a donné 5 étoiles. Moi, je partage. C'est un des très bons matchs que j'ai vu. Io Sky qui a remporté, qui a conservé sa ceinture. Ça, c'est une belle marque de confiance de la part de WWE. C'est un excellent match. Honnêtement, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu dans toute l'histoire de la WWE. Là. Écoute, l'intensité qu'il y avait là écoute, c'était vraiment bon, un excellent match. Puis candidat pour mes matchs de l'année féminin, puis en général. Effectivement. Moi, j'ai vraiment aimé aussi que Dominic Mysterio gagne la ceinture. Oui. Je trouve que, tu sais, il a travaillé fort, puis tu sais, oui, c'est le fils de, mais je pense que dans tout son cheminement, il s'est entouré des bonnes personnes, puis il a travaillé vraiment fort, puis tu sais, il l'a pas volé là, parce que c'est le fils de. Fait que, tu sais, j'ai bien hâte de voir où ce que ça va amener. Là. Moi, je pense que ça va mener à un face turn pour une storyline. Là. Ben, tu sais, juste le fait qu'il l'ait renvoyé sur le ring quand il était sur la rampe, avec le pop qu'il y a eu, quand ils ont dit retourne, puis qu'il est retourné. Écoute, tu sais, puis j'ai pas cette séquence-là, mais on a pas. C'est Kyla Braxton, là, son nouveau nom, je me souviens plus c'est quoi, là, mais l'ancienne journaliste de la WWE qui avait posé la question à différents lutteurs de la WWE, c'est qui un des lutteurs qui les impressionnait beaucoup dans les dernières années, puis Dominic Mysterio, c'est le nom qui a sorti pratiquement de tout le monde. Puis tu sais, tu disais, parce que c'est intéressant quand tu dis, tu sais, c'est le fils d'eux, pour moi, il n'y a plus de questions dans ma tête. Puis ça fait longtemps. Pour moi, je suis capable. Je ne l'associe plus à son père. Pour moi, c'est Dominic Mysterio parce qu'il est sorti de l'ombre de son père, parce qu'il est vraiment bon. Puis toute la progression qu'il a connue, il est vraiment hot. Puis ce gars-là, s'il est en santé, Dominic Mysterio, il va être, premièrement, il va être un futur champion. Je parle majeur. Puis il est avec la WWE pour les 10-15 prochaines années. Là, il va être au top. Là. Écoute, ce gars-là, tu vois qu'il est né dans le business, tu vois qu'il l'a dans le sang. Il me fait penser un peu à Cody Rhodes, deuxième génération, qui ont grandi là-dedans. Puis tu sais, faut pas oublier, Dominic Mysterio, il était impliqué, là, tu te souviens, dans le temps, Eddie Guerrero, puis Rey Mysterio pour le custody de Dominic. Là. Fait que tu sais, il a grandi là-dedans, il connaît la business, puis tu vois, il sait comment que ça marche. Puis c'est un bon jeune, puis écoute, c'est un de mes préférés. Puis écoute... Moi, c'est ça que j'aime de l'extérieur, de voir, tu sais, comme quand ils forment un clan. Il y a souvent des vétérans avec des nouveaux. Puis tu vois que les vétérans travaillent pour bien faire fleurir l'autre génération pour que quand ils s'en aillent de leurs propres ailes, ils soient prêts. Puis je trouve que c'est toute la beauté de former un clan. Tu sais, on sait que quand on forme un clan, tu sais, ça finit souvent que le clan va se dissoudre, mais
tu vois, une fois de plus avec Judgment Day, que il était là pour le former lui. Même au début, je comprenais même pas pourquoi il était avec eux autres. J'étais comme, ça fait tellement pas, mais en même temps, mais c'est ça qui fait toute la beauté de sa progression, puis que ça fait en sorte que ça l'a fait sortir de l'ombre de son père. Donc, c'est vraiment le meilleur est à venir pour lui. Puis en plus, il a une bonne attitude, il est aimé de tout le monde, puis c'est ça, il joue pas là le fils de. Ben, il a vraiment une belle carrière là, comme Cody qui l'attend. Là. Je pense que c'est un bon ambassadeur pour la WWE, puis pour comme je dis, les années à venir. Puis effectivement, c'était très bien. La finale de WrestleMania, John Cena contre Cody Rhodes. Écoute, un story plate, puis un combat plate. Moi, je l'ai toujours dit, le story, à un moment donné, on continuait quand même à entendre le split chant, tout ça. Je ne sais pas pourquoi que la WWE n'a pas voulu aller aussi loin que moi je souhaitais. C'est peut-être qui a fait en sorte aussi que les gens n'ont pas bien embarqué dans le story, puis a fait en sorte que le match, l'intérêt s'est essoufflé. Moi, je l'ai dit, t'es John Cena, fallait que tu ailles deep, fallait que tu attaques les enfants, fallait que tu ailles vraiment, vraiment deep pour vraiment te mettre la foule à dos, parce qu'il fallait que tu donnes une raison à la foule pour qu'ils veulent que Cody Rhodes t'en sac une, puis je pense qu'on a passé à côté de bien des affaires dans toute cette histoire-là. Puis The Rock qui n'est pas présent aussi. Lui, il s'est fait critiquer. Le Rock qui n'est pas là. Oui, effectivement. Écoute, c'est n'importe quoi. Là. Non, ça aurait pu avoir tellement une belle fin, quelque chose, tu sais, comme le soir précédent, la finale, comment que ça a été travaillé. Ça, il a manqué d'imagination. Il a manqué de quelque chose. Ça a fini, puis j'ai fait comme, pour vrai, là, c'est vraiment ça. C'est comme tout ça pour ça. Puis, voilà. Tu sais, j'avais énormément d'appréhension. Puis quand on m'en parlait, c'est quel match que c'était lui que genre j'avais hâte de voir par rapport aux histoires. Et c'est un que j'étais pas mal plus déçu. Puis John Cena qui remporte le titre pour une 17e fois, ce que je voulais pas voir. Puis finalement, qu'on a vu, écoute, on va voir ce qu'il va faire avec, là. Mais écoute, honnêtement, c'était vraiment pas le bon temps pour enlever la ceinture à Cody Rhodes. Tu peux pas avoir quelqu'un de plus populaire que lui. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Vraiment, vraiment populaire. Puis là, on y enlève. Lui, il était dû pour un autre run. Là. Il était dû pour la garder. Oui, il va la revoir, mais c'était pas le moment. Toute l'histoire qu'il y a eu autour de le jour qu'il a gagné, je pense que c'est pour ça que je suis encore plus déçu de la façon qu'il l'a perdu. Oui. Écoute, il aurait pu la garder encore. Moi, je souhaitais que... Ce que je voyais, c'est que John Cena perde, puis au pire, le lendemain à Raw, Brock arrive, puis qu'il commence à critiquer Cena. Ah, t'as pas livré la marchandise, tout ça. Puis là, que The Rock s'en prenne à Cena, que Cena redevienne face, puis qu'on s'en aille genre à SummerSlam avec un combat Cena contre The Rock. C'est quelque chose de même, mais là, écoute, toute l'histoire est plate. Puis, tu sais, The Rock qui se fait critiquer parce qu'il était pas là. C'est lui qui a initié ça, puis là, il est pas là. Puis, il voulait pas, il a dit vraiment là, qu'il voulait pas s'impliquer, il voulait pas nuire. Mais c'est parce que pourquoi tu t'es impliqué au début, là? Tu sais, pourquoi t'es venu te mêler de ça? C'est à partir de toi, c'est ça. C'est ça. Sinon, on va c'est pour ça que des fois, je dis, tu sais, je veux pas revoir ce monde-là dans le. Tu sais, oui, je comprends que. Il va booster la vente de billets, il va booster les ratings, mais c'est pour faire ça. Reste au cinéma, puis va faire tes affaires. Puis, tu sais, viens pas. Parce qu'il y a du monde qui ont sûrement été déçus à WrestleMania là, qui s'attendaient à le voir. Là. Ben oui, je m'attendais un peu comme à l'année précédente. Tu sais, mettons, lui, il arrive, un autre arrive, puis, tu sais, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive au moment, tu sais. Mais là, c'est comme. Ça a juste Travis Scott. Ça, là, écoute, enlevez-moi ça de là, Seigneur. Je comprends pas. Il va aller prendre des cours de lutte, là, fait qu'imagine. Ça va peut-être l'aider. Ouais. Jen, un autre sujet, puis ça a fait beaucoup parler sur les internets. Ça a fait beaucoup jaser. C'est Joe Hendry qui est arrivé à WrestleMania. Écoute, moi, je pensais voir Rusev, n'importe qui, mais si tu m'avais dit Joe Hendry, je t'aurais dit, ben voyons donc. Tu sais, on rappelle que Randy Orton était supposé avoir un combat contre Kevin Owens. Kevin qui vraiment est blessé au cou. Donc, puis ça, c'est sûr. Connaissant l'attitude de Kevin Owens, on s'entend que ça a dû carrément le faire de dire que
faut que tu t'enlèves de WrestleMania. Fait qu'on avait teasé un peu comme quoi que c'était peut-être Randy Orton contre Nick Aldis, contre Solo. Mais finalement, à WrestleMania, bang! Open Challenge. Il fait son speech. Puis, si tu veux, on va juste écouter justement le speech de Randy Orton qui a lancé son défi ouvert à WrestleMania. Tonight marks my 20th WrestleMania. Ladies and gents, I said that I would be here at WrestleMania 41, ready to go. The only question now is who is going to come through that curtain. Well, I'll tell you one thing, whoever it is going to get their WrestleMania moment, and it's going to be courtesy of the 3 most dangerous letters in all of sports entertainment. R-K. Jeez. Guys in the locker room, don't do it. This man, 290 pounds, Quadzilla-like build, 20 years of WrestleMania experience. Who wants some? Well, I can't believe it's Joe Hendry, and he appears. La foule, imagine, Joe Hendry, t'as 60 000 personnes qui chantent ta chanson, qui crient ton nom. Puis là, le problème là-dedans, c'est que les gens ont critiqué comme quoi que Joe Hendry, ça a été quasiment un squash match. Il a mal paru. C'est pas bon pour l'image de la TNA. Hey, écoute, là, c'est pas compliqué. On chiale, tout le monde chiale dans la vie que les fédérations devraient s'associer. Tu te souviens que ça commence par la lutte québécoise. Les fédérations devraient s'associer. Là, depuis que Vince McMahon n'est plus là, les fédérations s'associent. Tu sais, si tu m'avais dit un jour, on l'avait vu là, dans les dernières années, là, on voyait au Royal Rumble des apparences, mais qu'on mette les lutteurs des autres fédés, TNA, en évidence, puis leur ceinture. Tu sais, la ceinture n'est pas... tu sais, elle brouille pas, là. T'avoues. Non. Puis t'arrives à WrestleMania, puis là, après ça, tu viens critiquer. Écoute, Joe Hendry contre Randy Orton, c'est pas le match du siècle. Il a peut-être fait 2-3 gugus, mais je considère moi aussi que c'est pas un squash. Puis, écoute, je pense que Joe Hendry, écoute, je pense qu'il était content d'être à WrestleMania. Puis, sais-tu c'est quoi sais-tu quoi qui est merveilleux dans cette histoire-là? C'est Randy Orton lui-même. Parce que quand on lui a demandé, c'est lui qui a dit, moi, si vous me permettez, je veux affronter Joe Hendry. Je veux lui donner cette opportunité-là. C'est Randy Orton qui l'a choisi. Fait qu'imagine. Ben, désolé, là, mais ça a été une des réactions de la soirée. Exact. Même moi, chez moi, là, je me suis levée de mon divan puis j'étais comme « Yeah! Yeah! » Parce que c'est ça, WrestleMania, c'est d'avoir des moments comme ça. Tu sais, c'était pas comme... Tu sais, moi, je m'attendais pas... Premièrement, je m'attendais pas à un gros match, puis tu sais, sachant les circonstances et tout, on savait qu'il était en remplacement. Fait que c'était sûr que Randy Orton allait gagner, là. Mais... c'est créer une émotion. Les gens étaient contents, les gens étaient heureux. Ça a pogné. Ça a été un des segments qui était quand même court, mais qui a le plus pogné. Oui. Fait que, tu sais, moi, je jugerais pas. Tu sais, moi, faire ça, je serais plus qu'heureuse, là, puis je jugerais pas que j'ai un squash, là. Non. J'étais même pas supposée d'être là. Exact. Puis WrestleMania, on s'entend. On va écouter la séquence de Joe Hendry qui explique. Ben, de toute façon, c'est lors de l'émission Busted Open Radio. C'est Bubba Ray qui pose la question, qui dit que c'est un squash glorieux, genre. Puis Joe Hendry répond non, puis il explique sa situation. Fait que j'espère que j'ai la bonne séquence, fait qu'on écoute ça. On écoute l'explication de Joe Hendry qui dit au monde que lui, il voit pas ça comme un squash, puis il voit ça comme une opportunité.
to walk the ramp at WrestleMania. You get to step in the ring with Randy Orton. Positive. You have your match. Lack of a better word, glorified squash? Yes, no, or maybe? I disagree. Okay, what would you call it? Tell me. So a squash, like the thing is, the offense was back and forth. Okay. Whereas a squash, to me, it could have been ding ding, RKO, and there you go. Okay. For me, what I was thinking about was, look, my different title reigns are defined by different things. When Josh Alexander was TNA World Champion, it was classic match. My job as TNA Champion and what defines this reign is business. It's getting as many eyeballs on TNA wrestling as possible. You know who else lost quickly in WrestleMania in similar fashion? John Cena. And what am I going to all of a sudden say I'm too good to do that? That was, to me, that's exactly how it should have gone. It's Randy Orton's 20. I thought it was a feature, Joe. Yes, I agree. I thought it was a feature match. And actually, do you know what CM Punk told me? We had a great conversation afterwards, and CM Punk told me that was exactly how it should have gone. And if it had gone longer, I think it would have worked out worse for me. There is no shame in taking the RKO and losing to a legend like Randy Orton. Et voilà. Wow. Ça, t'appelles ça. Tu sais, comme tu sais souvent dans ce podcast-là, je te l'ai dit souvent, puis je le dis souvent, Jen, c'est de comprendre dans la business dans laquelle que t'es. Puis ça, Joe Hendry, là, quand j'ai écouté cette entrevue-là, là, déjà, il a gagné des points dans mon estime. Parce que le gars, il comprend son rôle. Il comprend pourquoi qu'on lui a donné une ceinture. C'est pour, parce qu'il est populaire. Puis c'est pour faire en sorte de donner de l'exposure à TNA, puis au titre de TNA. Fait que lui, là, d'avoir été sur le ring, d'avoir pris des RKO, pour lui, il n'y a pas de honte. Puis d'avoir un vétéran contre Randy Orton. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais comme je t'ai dit, c'est Randy Orton qui l'a choisi. Là. Ça c'est vraiment réel. Là. C'est lui qui a décidé que je veux affronter Joe Hendry, je vais lui donner la chance. Je veux qu'il y ait un WrestleMania moment. Puis t'as vu, quand la musique elle a parti, je sais pas si t'as réécouté le match, Randy Orton, t'as vu quand il a entendu la réaction de la foule, juste sa face en me dire « OK. » Je l'avais dit, ouais. Puis t'as vu à la fin, quand il a donné son deuxième RKO, il a fait la mimique à Joe Hendry. C'est carré. Il a joué la game, puis il a donné son WrestleMania moment puis c'est ça qu'on veut. Puis c'était rafraîchissant, puis c'était bien. Puis moi, je suis content pour la TNA. Parce que ça leur donne de l'exposure. Hey, t'imagines-tu cette publicité-là? Là, c'est de la publicité gratuite là, pour ta ceinture, ton champion. Oui, le champion est perdu, mais c'est pas ça l'important. C'est d'avoir eu l'exposure sur TNA. Oui, puis je pense pas que ça aurait eu la même réaction que ça aurait été Rusev ou quiconque. Je pense que c'était la bonne personne. Exactement. Ben oui, c'est ça. Jen! Oui. Fait que, écoute, c'est ça. Des fois, t'essaies de comprendre la réaction des gens, puis t'es là, mon Dieu, que le monde se complique la vie. Fait que ça fait le tour un peu de les 2 soirées de WrestleMania. Puis si tu veux, on va parler d'un ancien lutteur québécois qui nous a quittés dernièrement, le 21 mars. M. Len Kojak Shelley, qui est décédé à l'âge de 84 ans. C'est un monsieur qui a roulé sa bosse un peu partout dans la lutte aux États-Unis, au Canada. Il a été pour la Stampede Wrestling de Stu Hart. Il a été pour les derniers, pour un certain temps avec Lutte internationale dans le temps de Varoussac. Il a été champion par équipe avec Richard Charland, un de mes lutteurs préférés au Québec, Richard Charland. Oui. Puis, ce monsieur-là, son fils, Éric Shelley, a lutté pour les promotions Jacques Rougeau. Il a lutté un certain temps. Puis, ce monsieur-là a entraîné des gens aussi. Il a entraîné, il a participé à l'entraînement d'une personne que tu connais, dans la personne de Lufisto. Puis, il a aussi entraîné Steve Ace, qu'on connaît sur le nom, c'est son vrai nom, c'est Steve Sauvé, qu'on connaît sous le nom de Steve Ace. Puis, j'ai demandé à Steve Ace ce que M. Shelley avait représenté pour lui, pour sa carrière. Puis, si tu le veux bien, on va écouter ce que Steve Sauvé avait à dire sur M. Len Shelley. L'importance qu'a eu Len Shelley dans ma carrière de lutteur, comme tu demandes, Stéphane,
ça va au-delà de la carrière aussi, là. Premièrement, moi, j'ai fait la connaissance de Len à l'époque où Eric était en préparation pour la WWE. Mais j'avais vu Len Shelley avant, là, je l'avais vu lutter. Puis me retrouver face à lui, j'ai 18 ans. C'est une légende de la lutte, puis ça, je le comprenais tout de suite. Donc, au début, j'étais intimidé par ce monsieur-là. Puis petit à petit, il y a un lien qui s'est développé avec Len Shelley. C'était plus seulement mon coach de lutte, c'était un mentor pour moi là, dans ma vie. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je luttais, puis à une certaine époque, j'ai eu des problèmes d'alcool. Ben Len, il en a entendu parler, puis il m'avait dit, je me rappelle, il m'appelle, puis il me dit je t'ai pas transmis ma passion pour que tu le scrapes. Donc, ça m'avait ramené. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises, là, après l'entraînement, que je côtoie Len, j'étais allé souper chez lui, tout ça. Quand j'ai appris son décès, là, je pleurais. Puis, ma conjointe Guylaine me demande, elle dit « Pourquoi tu pleures? » Je suis pas capable de l'expliquer, mais c'était comme si un parent venait de décéder. J'avais la même peine. Tu sais, Len Shelley, là, pour vrai, Stéphane, je l'aimais d'amour. Je l'ai partagé à Eric, son fils, justement. Je disais, hey, ton papa, là, moi, je l'aimais d'amour. Puis il me dit, écoute, t'as même pas idée du respect que mon père avait pour toi. Puis juste ça c'est venu poser un baume sur la peine. Puis une petite anecdote comme ça, à un moment donné, il y a 1 an et demi, on fait un gala de lutte à Pincourt, puis le promoteur me demande, dit, emmène ton adversaire à qui tu veux lutter, tu sais. Puis j'ai mon chum Marty Hart qui me dit, Steve, j'aimerais ça, on pourrait faire un bon match. Puis on était 2 élèves de Len dans le temps. Puis Len, il voit la photo passer sur Internet, puis il m'écrit, puis il me dit, je veux une paire de billets. Ben, il est venu au show. Puis à la fin du show, il avait pris des notes pour nous dire, les gars, il y a ça qu'il faudrait que vous améliorez. Oups, il y a ça. C'était ça, Len Shelley. C'était un perfectionniste. C'était un monsieur qui parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, c'était pour dire quelque chose. Puis Len Shelley, c'était un lutteur incroyable, mais c'était aussi un homme de famille. Puis je pense qu'il faut avoir une bonne pensée pour sa conjointe Rita, puis pour son fils Eric. Merci, Stéphane, du temps que ton podcast a accordé aujourd'hui à Len Shelley. Je l'apprécie grandement. Fait que Jen, tu vois l'importance que M. Shelley avait sur Steve Sauvé, sur Steve Ace, puis l'importance qu'il y a eu dans la lutte au Québec pour former des futures vedettes. Puis on envoie toutes nos sympathies à sa famille. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de le rencontrer, M. Shelley, ainsi que son fils, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, son fils il venait lutter où ce que je m'entraînais. Puis, tu sais, des gens là, très sympathiques, gentils, puis très humbles et authentiques. Donc, je suis contente quand même d'avoir eu la chance de les rencontrer puis d'avoir une mini-discussion avec eux là, par le passage. Est-ce que tu as été sur les mêmes cartes que son fils? Moi, je commençais en tant qu'arbitre. Donc, okay. Mais, tu sais, oui, j'étais quand même là. C'était la CP, ça se disait la UPW. Puis c'est ça, lui Eric était sur les shows, puis quand il luttait, son père venait à chaque fois. Fait que c'est comme ça que je les ai rencontrés. Mais moi, je faisais mes débuts, là, on parle de 99, là. OK, fait que, tu sais, écoute, c'est sûr, 84 ans, c'est un âge vénérable. Écoute, puis comme j'ai dit tantôt, on souhaite nos sympathies à toute la famille et à toutes les personnes en qui M. Shelley a eu un impact dans leur vie et dans leur carrière. Fait que bon repos, M. Shelley, puis monsieur, merci pour tout. Jen! Oui. Il y a eu, avec WrestleMania, il y a eu le temple de la renommée, le Hall of Fame de la WWE, le très sérieux Hall of Fame de la WWE, on s'entend? C'est juste des gros noms qui sont là. Voici mon sarcasme. Quand tu dis quand tu dis que Coco Beware a été intronisé, ça veut tout dire. Bon, OK. Oui, il y a eu un lutteur qui a été intronisé, puis
C'est un lutteur-là, j'ai toujours eu une petite haine envers lui. Tu sais, je l'ai déjà aimé, mais je l'ai aussi beaucoup haï pour une raison en particulier. Mais avant, je vais juste nommer le nom, c'est Lex Luger. The Total Package, Lex Luger. Lex Luger, un de ses faits marquants dans sa carrière, ça s'est produit le 4 août 1997 quand il avait réussi à battre Hulk Hogan pour le titre de la WCW, parce que on s'entend à cette époque-là, en 97, Hulk Hogan était le dieu de la lutte, là, avec la NWO, il était champion NWO, puis Lex Luger avait réussi à le battre pour son titre. Mais moi, ce que j'ai détesté Lex Luger le plus, c'est quand il est arrivé le décès de Miss Elizabeth, une gérante que j'aimais beaucoup, une personnalité de lutte que tout le monde aimait. C'était un ange, là. Tu la regardais, c'était un ange. Puis elle est décédée, Miss Elizabeth, on est le 1er mai aujourd'hui, elle est décédée le 1er mai 2003 à l'âge de 42 ans. Il y a 22 ans, mais aujourd'hui. Puis à cette époque-là, elle était la conjointe de Lex Luger. Lex Luger qui s'en allait vers le fond du baril, qui était sur la drogue, qui était sur les médicaments, qui était sur la boisson, puis il avait entraîné avec lui Miss Elizabeth dans tout ce bordel-là. T'sais, on s'entend que quand un gars on s'entend que quand un gars de 250 livres de muscles prend de la drogue puis tout ça, puis qu'il demande à sa conjointe qu'il l'entraîne là-dedans puis qu'elle paye 100 livres mouillés, on s'entend que son corps, c'est pas la même chose. Fait que Miss Elizabeth, malheureusement, elle était décédée d'une overdose, puis ça en est suivi des problèmes pour Lex Luger, tout ça. Puis, écoute, malheureusement, j'avais un extrait je vais essayer de retrouver qu'on puisse passer. Dernièrement, tu sais, moi, j'étais un fan du podcast de Chris Van Vliet, puis il avait reçu Lex Luger. Puis Lex Luger, quand que Chris lui avait posé la question, au moins, Luger a été humble, puis il a dit que oui, il avait été une personne qui avait causé indirectement le décès de Miss Elizabeth, fait qu'il l'a admis. Ça fait longtemps qu'il l'a admis, parce qu'évidemment, les Américains sont beaucoup patriotiques, sont beaucoup croyants, puis quand il est sorti de son enfer, ben Lex Luger, comme un peu beaucoup de lutteurs dans le temps, comme Shawn Michaels, s'est retourné vers la religion, il a trouvé Dieu, peu importe. Puis c'est là qu'il a admis ses torts, puis tout ça, puis maintenant, il est capable de dire ouvertement qu'il a été une des causes qui a fait en sorte que Miss Elizabeth est décédée. Passing of Elizabeth, obviously, people go, well, you killed Elizabeth. Well, I didn't kill her, but was I a contributing factor to the lifestyle I was living and her being around me all the time? And she overdosed? Absolutely. Do you take responsibility? Absolutely. For what happened to her? Sure. There's always collateral damage to lifestyles like that, and she was part of it. So absolutely. Is it that you were partying Sadly. At the level that you were partying at, and she's so much smaller than you? Yeah, absolutely. 100%. Was that the rock bottom moment for you? You'd think it was, but that led me to more depression where I felt completely unlovable. I was never going to be able to be a part of wrestling again after that happened. Pour ça, je lève mon chapeau, mais je vais toujours quand même y en tenir rigueur. Toi, qu'est-ce que tu retiens de Lex Luger? Ben, tu sais, je trouve que l'histoire est vraiment triste là, par rapport à Miss Elizabeth, parce que, tu sais, moi, ça fait partie de ma jeunesse, là, que, tu sais, puis je l'aimais vraiment beaucoup, puis j'aimais, tu sais, ce qu'elle dégageait, puis tout ça. Puis, moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est que je peux pas croire que, tu sais, une personne que l'on voit, comme tu dis, à l'air d'un ange, qu'une personne peut entraîner quelqu'un à cette déchéance-là. Tu sais, détruis-toi, mais détruis pas les autres autour de toi, là, je veux dire. Effectivement. Puis, tu sais, je crois aussi en la deuxième chance, puis, tu sais, je suis bien forte là-dessus, même peut-être un peu trop. Je crois que les gens ont tout un bon fond. Mais, tu sais, comme tu dis, ça enlève pas au geste, puis qui a fait en sorte que cette situation-là est survenue, là. Tu sais, ouais, écoute. C'est plus ça, là. Tu sais, effectivement, puis écoute, ça a été triste, puis tu vois aussi, tu sais, Lex Luger, ça a quand même pris du temps avant qu'il soit intronisé. Je pense que l'histoire de Miss Elizabeth, ça a été pour quelque chose, mais finalement, tu sais, il a retrouvé le chemin, là, il travaille beaucoup avec des DP pour essayer, il est capable de remarcher. TDP en ramène beaucoup sur le droit chemin, là. Oui, effectivement. Puis écoute, je pense qu'il est sur la bonne voie. C'est juste triste, par exemple, de le voir comme ça, tu sais, quand
tu as vu Lex Luger en pleine gloire, costaud, tout ça, puis tu le vois réduit à ça, tu vois des fois les ravages de la maladie, ce que ça peut faire, puis c'est triste. Effectivement. Jen, on va parler des départs massifs de la New Japan Pro Wrestling depuis quelques années, je te dirais depuis 1 an et demi jusqu'à ce jour. Écoute, moi, tu le sais, je suis un fan de la New Japan Pro Wrestling. Je suis un peu inquiète. J'ai rarement vu la New Japan Pro Wrestling aussi mal en point avec plusieurs départs. Puis, tu sais, ça a commencé il y a 1 an et demi avec le départ de Will Ospreay, le départ de Okada. Là, dernièrement, il y a Jeff Cobb qui a annoncé qu'il partait. Il va sûrement s'en aller à la WWE. T'as Bushi qui va partir. Puis, il y a quelques mois, le nouveau président de la New Japan Pro Wrestling, M. Tanahashi, a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin 2025. Il va prendre sa retraite à Wrestle Kingdom le 4 janvier 2026. Ça fait beaucoup de monde. Puis si tu rajoutes à ça Tama Tonga, ceux qui sont avec le Bloodline présentement, qui était God, qui luttait en équipe au Japon, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, Will Ospreay puis Okada, c'est un peu comme si tu enlèverais présentement la WWE, Roman Reigns puis Cody Rhodes. Puis tout le reste autour, ben, c'est comme si tu enlèverais Kevin Owens. C'est comme si tu enlèverais Sami Zayn. C'est comme si tu enlèverais Jey Uso. C'est comme si tu enlèverais Solo Sikoa. Puis à la limite, Tanahashi, ben, c'est comme si tu enlèverais Dominic Mysterio. Fait qu'enlève tout ça d'un coup à WWE. C'est un peu ce qui arrive présentement avec la New Japan. Fait que c'est un peu inquiétant. Ben, moi, de ce que je vois, juste par rapport à ce que tu dis, c'est que peut-être qu'ils vont être en reconstruction parce que tu veux pas, oui, il y a des départs, mais je veux dire, sûrement quoi aussi là-bas, ben, les lutteurs, ils vieillissent. Ils ont-tu beaucoup de relève? Ils ont-tu comme, pour pallier à tout ça, souvent, à la WWF, on revenait des anciens pour pour pouvoir faire aider à essayer de trouver la prochaine personne pour comme faire comme une balance en attendant de faire le switch, mais peut-être que eux, c'est ça, ils font pas ça et là ils se retrouvent dans l'impasse à cause de ça, je sais pas. Je connais pas ça eux là-bas. Tu sais, présentement à la New Japan, il y a un lutteur que j'aime beaucoup que je commence à découvrir, ça fait un petit bout qu'il lutte, mais c'est Gabe Kidd. Retiens ce nom-là, Gabe Kidd, c'est une machine. Écoute, Gabe Kidd, là, tu vas le voir un peu partout, tu vas sûrement le voir à la AEW. Lui a le potentiel pour être un futur champion de la New Japan. C'est le lutteur, un de mes nouveaux lutteurs préférés. C'est un lutteur qui va être un peu au style de Shingo Takagi. Il est stiff, il est puissant, il est fort. Puis, écoute, je t'en avais déjà parlé dans quelques semaines. Moi, je verrais beaucoup Kyle Fletcher aller à la New Japan. Je pense qu'il a le potentiel pour devenir champion mondial de la New Japan s'il s'en va là. Puis je pense que lui et Gabe Kidd, surtout Gabe Kidd présentement, d'après moi, c'est le futur de la New Japan. Puis si Kyle Fletcher y va, ça va devenir, ces deux-là vont être dans le fond les nouveaux Will Ospreay et Okada de la New Japan. On va voir ce que ça va donner, mais écoute, moi ça me fait bizarre de voir tout ce monde-là parti, puis je t'inquiète. Mais mettons, il est à la AEW, il irait à la New Japan, pareil, tu penses? Ou... Oui, mais tu sais, la New Japan, parce que la AEW, tu peux aller où ce que tu veux. Tu sais, tu peux aller à la New Japan, tu n'es pas obligé de rester là à temps plein. Là, tu peux faire les deux. Là, tu sais, il peut, c'est une occasion d'être champion du monde. D'après moi, il pourrait y aller. Puis, écoute, mais ouais. Tu sais, je te parle dans la prochaine année, dans 2 ans. Là, je le verrai là. Fletcher, c'est vraiment mon choix pour relancer la New Japan parce que ce gars-là, lui, avec, là, comme Dominic Mysterio, depuis quelques mois, là, il explose. Là. Il est vraiment. Oui, là, vraiment. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va souhaiter bonne chance à la New Japan, puis on va voir ce que ça va donner. Oui. Jen, j'ai vu dernièrement que tu avais lutté à la NWC contre ton frère. Je n'ai pas lutté contre mon frère. Pas lutté contre ton frère? Non, ça c'est la semaine passée, j'ai lutté à la ALC contre mon frère pour le titre Héritage. Donc, c'était pas à la NWC, donc j'ai halluciné.
le titre héritage, c'est comme un peu le titre, là, comme à la NWC, là, le Des vétérans? Ah, OK. Donc, tu as lutté contre ton frère. Oui. Puis, comment ça s'est passé? Oui, c'est toujours magique, là. C'est humblement que je dis ça, là. On a fait un segment entre le premier et le deuxième match pour pouvoir builder comme l'histoire de notre match. Puis ça a comme tellement bien été réceptionné que quand on est arrivé en arrière, le Booker il nous a mentionné qu'on s'en allait en finale. Il switchait la semi pour la finale parce qu'il pouvait pas ne pas mettre ça vu la réaction. Fait que déjà là, ça me touchait beaucoup. C'est cool. Puis c'est ça. Fait que c'était un bon match, un bon vieux match old school comme on est capable de faire. Puis tu sais, de laisser avec mon frère, ben c'est vraiment le fun. Puis la réaction de la foule quand j'ai gagné, c'était incroyable. Bon. Beau moment magique. T'avais déjà lutté contre ton frère avant? J'ai embarqué dans le ring comme dernièrement, mettons, en équipe ou tu sais, comme mais tu sais, on n'est jamais lutté one-on-one depuis la ALF dans le temps qu'on avait fait le chain match. Et my God, OK. C'est ça. C'est la première fois one-on-one. Oh, OK. Ah, ben quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment cool. Pour vrai, là, je peux pas demander mieux, là. C'est bien. Sinon, à la NWC, comment ça se passe? Ben là, la température s'est revirée de bord, là. Je veux dire, au dernier gala que j'étais là, je me suis revirée contre mon frère. OK. Par rapport avec mon alliance avec Joey Soprano et mon partenaire Fred Robeokis. Ah ben oui. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose de différent à travailler. J'ai toujours été du bon côté, mon frère du mauvais. Là, on inverse les choses, puis on va travailler là-dessus. Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, j'ai bien hâte. Ça aussi, ça va être vraiment quelque chose de le fun à travailler, quelque chose de nouveau. Puis on dirait que c'est ça, des affaires comme ça, mais je trouve ça le fun de travailler ça un peu avant d'arrêter. Fait que, tu sais, ça me fait vivre des beaux moments, puis... c'est des histoires qui peuvent amener à de la création de choses. Puis, tu sais, avec Joey et tout ça, ben, il y a beaucoup d'idées. Il est très... fait que, tu sais, je pense qu'on a bien du plaisir. C'est bien, ça. C'est excellent. Puis, côté lutte québécoise, y a-tu des choses que tu voulais souligner? Je sais que tu m'as envoyé des dates tantôt. C'est bien, c'est intéressant. Ben, en fait, je t'ai envoyé toutes les dates du mois de mai, partout les fédérations du Québec, là. C'est bien. Fait que, tu sais, comme tu peux voir, il y a vraiment beaucoup de luttes. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de luttes dans un mois, là. Il y a beaucoup de fédés. Oui, beaucoup de luttes, beaucoup de fédés. C'est ça. Donc, puis là, moi, en fin de semaine, je suis du côté de Jonquière pour la JCW pour leur gros show Saint-Ambroise. Donc, ça aussi, je le mets sur ma checklist, là. C'est bien. Quand même, un beau road trip. Oui, un beau petit 4-5 heures. Ouais, c'est ça. Oui, ça va être super le fun. C'est sur ma liste de vacances, ça, cet été, le Saguenay et tout ça. Ah, c'est un beau coin. Ouais. J'espère qu'on va quand même avoir du beau temps pour voir un peu, puis avant de revenir, comme se promener un petit peu, là. Mais ça, on va voir, là. Jen, la Maple Leaf Pro Wrestling s'en vient à Montréal, Laval, le 5 juillet. T'as-tu tes billets? Oui. T'as tes billets? Je les ai pas encore, mais avec tous les gens qui en vendent sur Internet, je pense que j'aurai la chance d'en avoir, là. C'est bien. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de spécial. Mais je suis fâchée. Oh. J'en ai même pas parlé, mais je suis fâchée. Ben, vas-y, mets-toi le cœur. J'avais parlé à PCO l'année passée que s'il y avait une chose d'envergure comme ça qui revenait, qui donne la chance aux filles de faire le Royal. Oh, oui. Puis ils continuent à faire un Royal de gars. Mais ça, ça n'enlève rien que, tu sais, je suis contente pour tous mes confrères, là. Ça n'enlève rien à ça. Mais, Colin Devine, on l'aurait mérité, puis il y aurait eu assez de filles pour le faire. Ben oui. C'est ma petite déception personnelle. Ben, tu fais bien de le dire. Je risque quand même, tu sais, comme, c'est sûr que je risque d'aller encourager le monde, là. Mais, tu sais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, je fais tu sais, je trouve ça dommage. C'est bien. Fait qu'il n'y a pas de filles dans le Royal? Ben, je pense pas qu'il y ait de filles dans le Royal. Sinon, les tops qui sont déjà, comme, mettons,
que peut-être que je peux me dire, il va peut-être avoir Chris Sarah, parce qu'elle était là à TNA dans les spots, comme l'année passée, là. Ouais. Qu'elle a fait un match, fait que peut-être, mais je pense pas qu'il mélange des filles dans un royal de gars, là. OK. Non, on en Fait prend que note. c'est pour ça que j'aurais souhaité que cette année, ils donnent la chance aux filles de faire ce royal-là. Mais bon, c'est la vie. Peut-être que, je suis en erreur, là, il va y avoir des filles, j'en ai aucune idée, parce que c'est pas nécessairement TNA, Scott D'Amore, puis tout sont qui est peut-être plus ouvert, j'en ai aucune idée, là. Je dis ça en tout, que je sais rien pantoute, là. OK. Mais tu fais bien d'en parler. C'est ça, c'est mon opinion. Voilà, je partage. Merci. Écoute, ça va être un happening parce que, évidemment, c'est une nouvelle fédération qui vient à Montréal. Comparativement à la AEW, ils n'ont pas attendu 4 ans avant de venir à Montréal. Ça n'a pas été long. Mais que ça, je leur lève mon chapeau pour ça. Eux autres vont savoir que c'est quoi, ça fait 4-5 shows là, qu'ils font. Puis ils sont déjà à Montréal, fait que c'est bien. Colisée de Laval, je me dis, moi, j'aurais mieux aimé voir ça à l'auditorium, mais peut-être que il y a du basket parce qu'il y a une équipe de basket à l'auditorium. Peut-être que l'auditorium n'était pas disponible. Laval, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner au Colisée de Laval. Écoute, la WWE qui revient au mois d'août, Montréal et Québec, et je suis très surpris. Puis je suis en même temps content de voir que Raw retourne à Québec. Tu sais, on se posait la question, c'était la première fois, quand toi tu avais été là, c'est la première fois que la WWE allait à un show, présenter un show télé à Québec. Puis là, ils reviennent pour un Raw. Je suis très content. Oui, puis honnêtement, pour vrai, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment le fun pour vrai, là. On va voir ce que ça va donner, mais j'espère que les gens vont être au rendez-vous à Québec. S'ils sont au rendez-vous, on va leur souhaiter après ça un pay-per-view. Quoi de mieux qu'un pay-per-view? Ce serait beau, centre Vidéotron, très belle aréna. Ben oui. Vraiment. Fait que là-dessus, Jen, c'est tout? Oui. Fait que non. Fait que je te remercie. T'as oublié le sujet. Ah, lequel? Wow, vas-y. T'as oublié le nouveau clan de Paul Heyman. Ah, ben oui, où, lui? Ah, tu sais, moi, je me mets toute ma liste, là. J'enlève au fur et à mesure. Tu sais, moi, j'ai ma liste, puis j'ai complètement oublié le nouveau clan de Tipolo. Fait que, ben oui, Braun Breaker, Seth Rollins, puis Paul Heyman. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de l'ajout de Braun Breaker? Ben, je pense bien que c'est pour le monter un peu comme que je parlais dans l'optique de Mystery, Dominique, là. Je pense bien que ça va être pour essayer de le mettre encore plus en valeur puis de le monter pour qu'il puisse, tu sais, il va bien tout seul, mais je pense que ça va lui donner un petit quelque chose de plus pour apprendre encore plus à travailler, là. Tu vois, moi, honnêtement, là, Braun Breaker fait partie des lutteurs que j'accroche pas. Mais c'est pour ça. Mais j'accrocherai pas plus. Non, depuis qu'il est là, même à NXT, je sais pas, non, ça... J'ai de la misère avec lui. Je sais pas. Peut-être, mais tu sais, me connaissant, ça va prendre beaucoup. Écoute, non, je sais pas. Il va falloir qu'il fasse vraiment de quoi de grandiose, mais lui, depuis qu'il est là, j'accroche pas, j'embarque pas. J'ai bien de la misère. On va voir. Puis c'est sûr que s'ils veulent le monter, on l'a toujours dit, tu mets un gérant avec quelqu'un quand la personne n'est pas capable de faire de micro, quand la personne est limitée dans ces choses. Mais, écoute, non, il est dans la même catégorie que John Cena. John Cena n'a jamais été capable, à part quand il était Doctor of Togonomics. J'aimais ça. Mais après ça, j'ai jamais embarqué. Je sais pas, Breaker, je sais pas, non. Mais tu sais, ça, comme je te dis, peut-être que ça va, faire. En tout cas, je donne le bénéfice du doute. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont sorti quand ils ont embarqué dans des clans, puis que qu'ils ont fait travailler, puis travailler avec des gens, puis qui ont de l'expérience, puis donc j'ose espérer, parce que si mettons que ça marche pas, puis qu'il fleurit pas là-dedans, ben tu sais, il va rester stagné tout le temps là. Fait que ça c'est. Là, c'est sa chance pour lui d'apprendre puis de stepper up. Fait que j'espère qu'il va juste y aller puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Là. Fait que stay tuned. on va laisser la chance au coureur. Mais tu sais, moi, honnêtement, là, un gars comme Otis,
Je l'aurais mis avec Heyman. Parce qu'Otis, il a du charisme. Il a du charisme comme c'est pas possible, mais ça stagne. Mais avec Heyman, là, j'aurais embarqué. Là, comme tu dis, il aurait steppé up un peu. Il aurait rajouté de quoi. Parce qu'il y a de quoi à faire avec Otis. C'est juste qu'il laisse aller dans des affaires. Mais ils font tout le temps faire des affaires niaiseuses. C'est ça. Il est étiqueté là-dessus. Il n'est pas trop sérieux. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il est bon là, pour un gars de son gabarit. Il est bon. Puis tout ça. Puis il a beaucoup de charisme. Il a beaucoup de charisme. Il y a de quoi à faire avec lui. C'est juste qu'ils n'ont pas mis le doigt dessus encore. Lui, j'aurais acheté, j'aurais embarqué. Mais Breaker, de la misère. On va voir. On va voir. On va lui laisser la chance au coureur, puis on va suivre l'évolution de ça. Pas de trouble. Fait que Jen, je te remercie, puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Is that I can sit here right now today and I can look all of you in the eyes and I can say that you were there when I was weak, when I was vulnerable, when I was down. So I just wanted to say thank you.